De nouveau, bonjour. Je vais vous présenter tout d'abord. Je suis très contente de vous avoir avec nous en visio. Monsieur Pedro, je vais vous déformer votre nom. Je suis absolument désolée, mais j'ai essayé de le prononcer à la manière espagnole. Arrojo Agudo est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Il a été nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en septembre 2020. Il exerce depuis cette tâche de rapporteur spécial. Je voudrais donner d'autres indications sur son riche CV. Et il a été de 2016 à 2019 membre élu du Parlement espagnol. Et dans le cadre du Parlement, de sa fonction de député, il était partie du Comité de coopération internationale travaillant sur les droits de l'homme. De 1989 à 2011, il a été professeur au sein du département des fondements de l'analyse économique de l'Université de Saragosse et de professeur émérite depuis 2011. Alors l'énergie de M. Pedro Arrojo Agudo ne s'arrête pas là, puisqu'il a créé aussi une association, une fondation pour une nouvelle culture de l'eau. C'est une organisation ibérique à but non lucratif et cette fondation se concentre particulièrement sur les droits de l'homme, la transparence et la participation du public dans la planification et la gestion de l'eau et des écosystèmes aquatiques. Je voudrais aussi dire que Monsieur Arrojo Agudo a reçu le prix Goldman pour l'environnement pour sa contribution à la conservation des écosystèmes aquatiques et son implication dans les conflits liés à l'eau qui affectent les droits de l'homme des communautés en situation de vulnérabilité. Voilà, alors je suis extrêmement heureuse d'accueillir le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme. C'est un privilège pour nous de pouvoir vous entendre. J'ai introduit déjà et mis sur l'écran pendant mon cours votre rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, risques et impacts de la marchandisation et de la financiarisation de l'eau sur les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Et je crois que vous allez nous en parler maintenant. Je vous remercie et je vous donne la parole. Nous aurons une discussion ensuite. Merci bien. C'est moi qui vous remercie vraiment pour l'honneur de m'adresser à vous tous et vous toutes et pour avoir votre attention pendant cette petite demi-heure, je pense, plus ou moins. Et après, on fera, comme vous dites, le débat correspondant sur un sujet qui est polémique, qui n'est pas évident, à mon avis. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et donc, j'espère être utile dans ce débat. Bon, comme vous avez bien dit, en 2021, je crois que c'était, ouais, euh, le thème qui a retenu l'attention de l'ONU Eau, UN Water, et qui a conduit à la célébration du 21 mars, la journée mondiale de l'eau de cette année, était centré sur la valeur de l'eau. Je venais, comme vous avez dit, de prendre mes fonctions de rapporteur et la première chose que j'ai faite a été de suggérer que nous parlions des valeurs de l'eau en pluriel. Et je vous explique. L'essentiel de l'eau, à mon avis, n'est pas sa matérialité H2O en tant que substance utile, euh, comprise simplement comme une ressource économique qui peut être évaluée en termes monétaires, mais plutôt la multiplicité de ses fonctions et de ses valeurs qui se situent dans de différentes gammes éthiques, ce qui nécessite, introduit la nécessité d'établir des priorités. Je vous dis, par exemple, comment comparer, par exemple, la valeur de l'eau nécessaire pour remplir légitimement même une piscine avec la valeur de l'eau dont toute famille, pensez à la vôtre, a besoin pour vivre dignement. Pas comme un luxe, mais comme une nécessité. De la même façon que vous avez besoin de respirer. Voilà. Comment comparer la valeur
dit, même si c'est un peu, vous pouvez penser un peu exagéré, mais je veux vous faire en comprendre un peu cette réflexion. Comment comparer la valeur de l'amour que nous avons pour un enfant ou une mère avec la valeur d'une voiture? Nous parlons simplement de valeurs qui ne sont pas comparables. Euh, Même si nous pouvons et nous devons, euh, finalement, ce que nous avons besoin, c'est de hiérarchiser, surtout si elles sont en concurrence, ces valeurs. Voilà. Mais c'est pour cela que je pense qu'on parle de valeurs qui ne sont pas mesurables euh, en monnaie, en argent. Je pose souvent, pour faire bien comprendre ça, la différence entre, par exemple, le bois comme ressource et l'eau. Ce sont des ressources, on pourrait dire, naturelles, renouvelables. Dans le cas du bois, il serait nécessaire de comprendre que les forêts, bien sûr, ne peuvent pas être gérées. Finalement, on arrive à comprendre ça maintenant, ne peuvent pas être gérées comme des simples entrepôts de ressources en bois, mais qu'elles doivent être gérées durablement comme des écosystèmes vivants. Voilà. Il en va de même pour l'eau. Ça, c'est similaire. Les rivières, les fleuves ne peuvent pas être gérés comme de simples canaux de H2O, mais doivent être gérés durablement comme des écosystèmes vivants. Et supposons maintenant que finalement, nous assumions le principe de durabilité pour gérer tant les rivières comme les forêts, de manière à garantir la durabilité de ces forêts, de ces écosystèmes fluviaux. Voyons maintenant comment nous devrions gérer les ressources en bois et en eau, cette fois-ci je parle de ressources, que nous obtenons. En ce qui concerne le bois, je pense que personne ne va pas se sentir lésé si je dis que le bûcheron ou l'entreprise qui l'a obtenu, en respectant, j'insiste, la durabilité de la forêt, va vendre les grumes à la scierie qui fabriquera des planches pour les vendre à sa fois à une entreprise ou des entreprises qui vont fabriquer des meubles ou un chantier naval qui va construire des navires, par exemple. Et en d'autres termes, je pense euh, qu'il est raisonnable que, moyennant une réglementation adéquate, nous gérions cette ressource en bois par le biais du marché. La raison, à mon avis, euh, en est que tous les produits que nous pouvons fabriquer avec le bois sont systématiquement, à mon avis, d'une façon générale, interchangeables ou substituables par de l'argent, à de l'argent. Toutefois, si nous nous penchons maintenant sur la manière de gérer l'eau, nous nous tromperons, à mon avis, lourdement si nous le faisons par le biais du marché, en le considérant comme une simple ressource économique. Et la raison, cette fois-ci, est que, contrairement au bois, comme je l'ai dit plus tôt, les fonctions et les utilités de l'eau ne sont pas, d'une façon générale, interchangeables ou substituables à l'argent. Pas plus que la valeur, par exemple, de la santé de nos enfants ou la cohésion sociale d'une communauté. Voilà. Moi, j'explique toujours que mes élèves, j'ai toujours expliqué qu'il y a beaucoup de valeurs, souvent les plus importantes dans notre vie, qui ne sont pas gérables à travers le marché. C'est pas un désastre, on le fait habituellement. Et je vous parle de ce genre de valeurs liées à la vie, liées aux nécessités humaines, liées aux droits de l'homme ou aux droits humains. Compte tenu de la multiplicité des valeurs et des fonctions de l'eau, nous devons identifier les priorités qui doivent être appliquées aux différents usages, utilisations, en tenant compte des différentes
niveaux éthiques qui doivent être assumés et établir des critères de gestion appropriés. C'est pourquoi je propose toujours de catégoriser éthiquement les valeurs et les fonctions de l'eau sur 4 niveaux, tout en appelant au développement de cadres juridiques et réglementaires qui établissent les priorités correspondantes sur la base de ces critères éthiques. Je dis tout d'abord, je vous dis l'eau pour la vie, l'eau pour l'intérêt général, l'eau pour le développement économique, finalement ce que j'appelle d'une façon un temps, disons, provocante, l'eau crime. Je vous explique un peu. L'eau pour la vie, c'est l'eau, les usages, les fonctions de l'eau, l'utilisation de l'eau qui soutiennent la vie des communautés, des personnes, mais aussi des autres êtres vivants qui composent la biodiversité dont nous faisons partie et dont nous dépendons. Ce minimum vital dont nous avons tous besoin pour vivre dignement, étant que droit de l'homme, droit humain, et sans aucun doute, et, à mon avis au moins, et sans aucun doute, de l'eau pour la vie. L'eau dont les communautés paysannes appauvries ou les peuples indigènes très souvent ont besoin pour produire leur nourriture, liée au droit humain à l'alimentation. C'est de l'eau pour la vie. Ou encore même l'eau dont les rivières, les fleuves, les écosystèmes aquatiques ont besoin pour préserver leur santé, leur durabilité, est également de l'eau pour la vie. Liée, maintenant, on peut le dire, aux droits de l'homme, aux droits humains, à un environnement sain et durable qu'on vient de reconnaître dans les Nations Unies. En supposant, par exemple, un minimum vital de, disons, 100 litres par personne et jour, cela représente moins du 5% de l'eau que nous tirons quotidiennement des rivières et des aquifères. Aucune rivière ne s'asséchera en prélevant seulement 5% de l'eau que nous prélevons actuellement. D'une manière générale, il est absurde donc de justifier la violation des droits de l'homme, des droits humains, par l'argument de la rareté de l'eau disponible, tant que nous gérons l'eau disponible en donnant la priorité à la réalisation des droits humains. Disons, en bref, si nous appliquons une approche fondée sur les droits humains, voilà, on ne peut pas accepter qu'on ait de la rareté pour les droits humains. C'est la priorité qu'il faut établir. Tout comme il n'est pas acceptable du point de vue des droits de l'homme, des droits humains, de couper donc l'eau à une famille démunie parce qu'elle ne peut pas se permettre de payer ou a des problèmes pour payer le tarif correspondant. Voilà. On parle de l'eau pour la vie, liée aux espaces des droits humains. Deuxième niveau, l'eau pour l'intérêt général des communautés ou de la société sont des fonctions, des activités, des usages que nous reconnaissons socialement comme étant dans l'intérêt général de la communauté ou de la société. Bon, ces usages et ces fonctions doivent être gérés à un second niveau de priorité. Dans ce cas, par exemple, si nous considérons qu'il est d'intérêt général, par exemple, que toute la population reçoive un accès à d'excellents services d'eau et d'assainissement, au-delà même de ce minimum vital en tant que droit humain, nous devons concevoir un système tarifaire qui va permettre l'accès universel à ces excellents services en établissant des blocs de consommation avec des tarifs croissants. Par exemple, la première tranche devrait être très bon marché, très accessible, voire même gratuite pour les personnes en situation de pauvreté, de vulnérabilité. Ça serait le minimum vital lié aux droits humains. La seconde pourrait se situer autour du recouvrement des coûts. Et les tranches supérieures de consommation de luxe devraient être beaucoup plus chères.
de manière à alimenter une subvention croisée vers les usages de base. Cette approche, on le voit bien, ne répond pas à une logique proprement dite de marché, qui aurait tendance à proposer et à poser des prix plus bas aux meilleurs clients, afin de maximiser les ventes et finalement les profits. Mais il ne s'agit pas, à mon avis, de maximiser les profits, mais de fournir un excellent service à tout le monde, tout en minimisant l'empreinte écologique. Voilà, c'est une approche économique qui n'est pas basée sur la logique du marché, mais qui est un instrument économique pour gérer, dans ce cas-là, des usages d'eau qui sont caractérisés comme intérêt général de la société, de la communauté. Troisième niveau, je dis l'eau pour le développement économique dans des fonctions productives au-delà des besoins de base liés aux droits humains, c'est-à-dire l'eau utilisée dans les activités productives qui nous permettent d'améliorer notre niveau de vie de manière légitime. Elle devrait être gérée à un troisième niveau de priorité et pas à un premier niveau, à un troisième niveau. Dans ce cas-là, en ce qui concerne le système tarifaire à appliquer, moi je comprends qu'il devrait être basé sur le principe de la récupération des coûts. Enfin, ce sont des activités économiques qui ont des bénéfices. Donc, enfin, les utilisateurs intègrent correctement ces coûts, inclus celui de l'eau, dans leur comptabilité productive et marchande. Et finalement, ce que j'appelle, comme je disais, d'une manière un peu provocante, l'eau-crime, qui concerne des usages qui imposent des rejets polluants, toxiques ou des processus de surexploitation qui mettent en danger la santé publique et la durabilité des écosystèmes, et donc qui sont illégitimes et doivent donc être illégaux et évités à tout prix, aussi rentables qu'ils soient, pour ceux qui les développent ou les usent. À mon avis, les activités telles que la fracturation ou les activités minières qui polluent les rivières et les aquifères avec des métaux lourds et des métalloïdes devraient être incluses dans cette catégorie. Moi, je viens de visiter officiellement le Pérou. Officiellement, officiellement, discrètement, officiellement, c'est reconnu qu'un 30% de la population, c'est-à-dire au moins ça, probablement beaucoup plus de la population du Pérou, surtout les communautés paysannes et indigènes, sont contaminées quotidiennement par des métaux lourds et des métalloïdes. Moi, j'ai pleuré pendant ces 15 jours au Pérou d'impuissance, avec les femmes qui me venaient avec, vous voyez, le petit papier qui faisait l'analyse de leurs enfants. 100% des enfants dans l'école avec des métaux lourds, des métalloïdes en sang. C'est un crime. Ça, c'est pas de l'économie. Ça, c'est de l'eau. Ces usages sont de l'eau crime. Il faut les éviter de toutes les façons nécessaires possibles. Bon, finalement, je vais m'adresser à tout un chapitre qui a été développé par le rapporteur précédent qui m'a précédé, le professeur Léo Heller du Brésil, qui a parlé, qui a posé devant l'Assemblée générale des Nations unies un rapport sur les stratégies de privatisation des services d'eau et d'assainissement, les risques, les impacts sur les droits de l'homme, les droits humains. En effet, depuis les années 70, l'émergence du néolibéralisme a conduit au premier modèle de privatisation de l'eau au Chili avec la dictature de Pinochet, qui a privatisé de facto l'eau en établissant des droits sur les débits des rivières qui pouvaient être en fait échangés dans les marchés, cédant la plupart de ces droits à de grandes compagnies d'électricité comme Endesa, d'ailleurs, qui a été espagnole, maintenant elle est majorité italienne. Ainsi, toute demande d'eau qui venait, qui se mettait sur la table, quel qu'en était l'usage,
devaient être contractés sur le marché. Les Chiliens devaient venir à Madrid pour acheter de l'eau des rivières du Chili. Maintenant, ils doivent aller à Rome pour acheter à Endesa euh, de l'eau pour des besoins basiques quand même. Puis c'était Margaret Thatcher qui a imposé un second modèle de privatisation permettant l'appropriation privée, non pas de l'eau elle-même, mais de l'infrastructure des services d'eau et d'assainissement. Elle a fait en fait, elle a cédé l'ensemble du réseau du Grand Londres à Thames Water pour un prix symbolique. Ces modèles ne sont pas répandus totalement, ne sont pas étendus dans le monde. Troisième modèle qui est né en France et s'est répandu vraiment dans le monde entier, avec le soutien d'ailleurs d'institutions même financières publiques, telles que la Banque mondiale. Il s'agit du modèle connu sous l'acronyme PPP, qui signifie partenariat public-privé. L'objectif sous ce modèle n'est pas tant de s'approprier l'eau en tant que ressource, ou même les infrastructures de base des services d'eau et d'assainissement, mais plutôt de les gérer par le biais de longs contrats de concession difficilement réversibles et dans des conditions opaques qui rendent extrêmement difficile le contrôle effectif de ces ressources par les institutions publiques responsables et encore moins par les citoyens une fois qu'ils ont été mis en concession. Il s'agit de contrats de concession à l'opérateur privé directement ou à un opérateur mixte dans lequel la société privée offre au conseil municipal ou à l'institution publique responsable une participation même majoritaire, généralement 51%. La clé se trouve alors dans les points du contrat qui établissent la compétence de gestion pour le partenaire minoritaire sur l'argument du savoir-faire. C'est très complexe pour vous, monsieur le maire, madame la mairesse, savoir-faire. Alors que, d'autre part, il est établi que la direction, contrôlée par la partie privée, peut contracter et sous-traiter sans passer par un appel d'offres publiques aux filiales du groupe d'entreprises en question. De cette manière, le contrôle effectif de l'entreprise est assuré non pas par une participation majoritaire, mais par le contrôle et le monopole de l'information. Tandis que d'autre part, le groupe est en mesure de générer d'énormes profits grâce à ce que l'on appelle les intrants, les inputs secondaires, c'est-à-dire les achats et la sous-traitance à des sociétés filiales à un coût beaucoup plus élevé que celui qui serait établi dans le cadre d'une concurrence sur le marché, dans le cadre d'appels d'offres publiques. C'est ce que l'on appelle la protection des intrants secondaires, des inputs secondaires, contre les concurrents potentiels. Dans un régime de libre concurrence réelle, ces coûts plus élevés entraîneraient la faillite de l'opérateur mixte, mais dans ce cas, dans le cas présent, qui exploite un service sous un régime, on dit, de monopole naturel, soit public, soit privé, ce risque est évité grâce à la clause correspondante du contrat qui établit le droit de l'entreprise à établir des tarifs lui permettant de couvrir les coûts. D'autre part, les périodes de concession sont extrêmement longues, entre 25 et 50 ans. Sont imposées de ce genre de long terme de concession. Dans ces conditions, toute tentative de réversion de la concession s'accompagne d'une compensation impayable qui inclut le bénéfice attendu pour toute la période de concession. Une autre clé du modèle est la redevance, je pense qu'on dit comme ça en français, la redevance de concession, el canon de concession, on dit en espagnol, que la société avance
à la municipalité, généralement dans des situations d'annexerie, d'anorexie, pardon, d'anorexie financière grave, c'est très souvent comme ça, et que la société fait ensuite payer aux usagers dans les tarifs, normalement. En bref, il s'agit d'un système de privatisation très intelligent mais très efficace qui induit des augmentations tarifaires significatives tout en offrant un cadre de gestion guidé par la logique des intérêts commerciaux plutôt que par l'intérêt général de la société et qui impose des conditions d'opacité protégées par le droit des entreprises à conserver des informations, les informations de leurs activités en tant que société. Bon, tout ça, vraiment, c'est mon précédent, monsieur Léo Heller, a, 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 établi comme des conditions qui vraiment mettent des risques importants pour accomplir d'une façon efficace et garantie les droits humains sur l'eau et l'assainissement. Envers la marchandisation de l'eau, je vais essayer de finir bientôt, euh, c'est une autre ligne stratégique sur les processus de privatisation de l'eau qui ont commencé, comme je vous ai dit, dans les années 70. Ces stratégies de privatisation de l'eau se développent promouvant des marchés, les marchés des droits d'eau concessionnels, de concession, de permis d'usage d'eau. L'argument qui sous-tend ces processus est de rendre les systèmes de concession plus flexibles, voilà. En particulier dans les situations, dans les cycles de sécheresse. De tels marchés ont été institués depuis le début des années 70 au Chili, mais se sont ensuite développés en Australie, en Californie, en Espagne même, je connais bien ce sujet, et dans d'autres pays aussi. Au début, dans des conditions réglementaires qui étaient strictes. Par exemple, en Espagne, on disait, d'accord, seulement pendant, on peut faire des marchés de droits, de concession, de permis d'eau, seulement pendant qu'il y a la sécheresse. C'est pas une vente pour jamais, pour toujours, mais une vente pour la période de sécheresse. Ça doit être seulement en faisant des marchés entre des échanges entre des usages moins prioritaires envers des usages plus prioritaires qu'on pourrait faire d'après le système de concession, mais de cette façon, c'était, disons, plus faisable, avec moins de conflits politiques, sociaux dans cet échange d'usages. Euh, C'était aussi dit sans sortir du bassin versant, etc. Bon, toutes ces restrictions progressivement se sont enlevées. Progressivement, maintenant, on est sur des libres marchés des concessions d'eau. C'est-à-dire, si on a une concession pour irriguer, tout d'un coup, on peut négocier de la vendre pour toujours à, par exemple, la spéculation urbaine sur la côte méditerranéenne espagnole ou sur la côte, sur la région métropolitaine de Los Angeles en Californie, etc., etc. Donc, de cette façon, disons surtout, pas simplement en sécheresse, mais d'une façon permanente, on commence à faire un échange où les priorités d'usage d'eau sont établies par la capacité d'achat, la capacité de payer. Voilà, à mon avis, ça met en danger, par exemple, les équilibres, les nécessités écologiques des écosystèmes et bien sûr les priorités des plus démunis qui ne peuvent pas payer. Bon, à mon avis, au moins, ça, c'est un grave attentat. Ça met en risque la logique, les approches de gestion d'eau sous des approches des droits humains. Et c'est ça que j'ai expliqué dans le rapport que vous pouvez regarder, lire, comme vous avez dit, dans la web du Conseil des droits de l'homme.
Et finalement, j'ai parlé de la financiarisation de l'eau. Juste quand j'entrais comme rapporteur, on connaissait l'entrée de l'eau sur les marchés à terme de Wall Street. Au nom de prévoir à travers ces marchés à terme la valeur de l'eau dans l'expectative qui introduit le changement climatique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entre dans un marché spéculatif. C'est même pas l'offre et la demande proprement dite de la ressource qui établit le coût ou la valeur de l'eau monétaire, mais c'est la spéculation que les grands spéculateurs peuvent monter dans ce genre de marché. Et on l'a vu sur l'alimentation. 2008, voilà, 2008, à un moment donné, ces grands spéculateurs qui pouvaient acheter des droits de futur ont établi que c'était un bon sujet d'introduire les produits alimentaires basiques, le blé, le maïs, etc., dans les marchés à terme. Et donc, ils ont commencé à faire des stratégies, disons, pour faire monter les prix d'une façon spéculative. Et donc, ce n'était pas proprement dit les expectatives réalistes de ce qu'on peut s'attendre au futur qui sont sur place. C'est les capacités d'induire une expectative d'un bon business dans ces marchés à terme, comme dans la bourse, non? Qui mène que tout un tas d'investisseurs vont investir sur ces marchés à terme, sur ces produits, dans ce cas-là sur l'eau, de façon à ce que les prix peuvent monter d'une façon terrible et contagier directement, comme ça s'est passé sur les aliments, 2008 et plusieurs d'autres fois. Et donc, on se trouve en quelques mois un investissement de l'ordre de 300 milliards d'euros, de dollars sur le maïs à terme, sur le blé, je parle de 2008, et donc des montées qui ont duplié, double, triple prix, et comme la Banque mondiale a plus ou moins établi ou induit de l'ordre de 300 millions de personnes ont entré appauvries, ont entré dans la famine. Voilà, la conséquence de la spéculation sur un produit basique qui est lié au droit humain. Si on met l'eau sur cette logique, au lieu de, disons, mettre en place ce que toute la communauté scientifique est en train de recommander au sujet de comment prévoir et comment affronter le changement climatique, c'est à travers des stratégies d'adaptation, voilà, d'adaptation de l'aménagement du territoire, d'adaptation des territoires urbains, d'adaptation sur la planification hydrologique, la préservation des aquifères, etc. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça. Si on ne fait pas ça, et au lieu de ça, on se met sur la logique de la spéculation avec la rareté de l'eau sous changement climatique gérée par des acteurs qui ne sont pas ceux qui gèrent l'eau, qui ne sont pas ceux qui consomment d'eau, qui ne sont pas même ceux qui gèrent aussi la gestion des services, mais ce sont simplement des spéculateurs qui achètent des droits, poussent avec leur capacité financière sur des expectatives disons, de croissance de ce qui vont coûter ces droits pour finalement vendre, mettre en place des bulles spéculatives qui détruisent les droits de l'homme, des droits humains, qui détruisent les économies plus basiques, les économies paysannes, les économies des gens qui n'ont pas cette capacité financière ou économique. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas une approche en accord avec ce qu'on demande des approches de gestion de l'eau sous des approches de droit humain. Et donc, j'ai fait un peu attention aux pays, au gouvernement en Europe, par exemple. Ne laissons pas entrer ce genre d'approche pour affronter, pour gérer les risques du changement climatique. On se tromperait gravement. Merci beaucoup.
énormément. Je pense que vous avez entendu les applaudissements. Et donc, vous voyez que vous avez beaucoup intéressé l'auditoire. Nous avons une petite période pour les questions. Je voudrais vous poser deux questions en lien avec les séances précédentes que j'ai données dans le cadre de ce cours. La première, c'est finalement quel est le rôle d'un rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme en matière d'accès à l'eau? Comment est-ce que vous envisagez votre rôle de rapporteur spécial? Est-ce que vous avez entendu ma question ou pas? Non. Non. Maintenant, je vous écoute. D'accord. Alors, je vous posais la question en lien avec les séances que nous avons eues dans le cadre de cette série de cours. J'ai parlé de la nécessité d'effectivité des droits de l'homme et de la nécessité de les mettre en œuvre. Nous avons le discours, mais comment assurer son respect? Et dans ce contexte, je voudrais vous demander quel est le rôle que vous envisagez pour un rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui peut s'adresser tant au Conseil des droits de l'homme qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, disons, c'est pas qu'une seule recommandation. Il y a tout un tas de recommandations. Si je m'adresse comme je dois m'adresser principalement au gouvernement et même à l'Assemblée générale ou au Conseil des droits de l'homme à Genève, la première chose, c'est rappeler à tout le monde qu'on est en train de parler des droits de l'homme. Ce sont des obligations. C'est comme si je dis, qu'est-ce qu'on peut faire devant les crimes ou les assauts à la banque, je sais pas, des crimes ou des violations dans la rue ou dans la société, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'adresser à l'État, à la société en général, en disant, il faut éviter ça absolument, c'est une obligation. Alors, tout d'abord, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une obligation, ça veut dire qu'il faut prendre la priorité sur les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Comme j'ai dit, c'est peut-être pas plus de 5%. Alors tout d'abord, je dirais, par exemple, l'Europe maintenant a une nouvelle directive d'eau potable. Tous les pays sont en train maintenant on a cette directive, il faut je sais pas comment on dit, la transposer dans la législation nationale. Alors, l'Assemblée nationale française doit le faire, le gouvernement français doit le faire. L'Espagnol vient de le faire, par exemple, et finalement, on a réussi en prenant le profit de cette directive, a reconnu le droit humain à l'eau potable. Bon, après, il faut avoir des budgets pour faire efficace tout ça, parce que c'est une obligation des États à travers des municipalités. Bien sûr, une municipalité peut établir ça. En fait, dans la plupart du monde, ce sont les municipalités qui ont pris l'avantage, qui ont pris ce point, et ils ont établi, par exemple, un minimum de provision d'eau potable, même pour les familles qui ne peuvent pas payer. De façon qu'ils ont défendu le couper de l'eau à une famille qui est en situation de vulnérabilité. Ça, c'est une clé dans le droit, mais on peut l'établir à niveau national ou mettre en avant les municipalités qui ont généralement la compétence sur ce genre de service et faire ça. Bon, ça c'est faisable. On le fait en fait dans des endroits de plus en plus. Alors je pense que ça va dans cet aspect. Quand on parle, je finis là, je parle un peu de prendre des approches de droits de l'homme, ça ne veut pas dire que j'ignore les usages industriels ou les usages agricoles, mais qu'on prend des priorités, voilà, pour faire possible la priorité de ce qui est prioritaire. Voilà. Si je parle des entreprises qui, en fait, maintenant, sont sur le sujet sur ces droits de privatisation sur une ville, sur des services d'eau et d'assainissement. Bon, alors moi, je propose au moins, changeons les conditions de ces contrats. On ne peut pas faire des contrats de 25 années de façon à ce que les municipalités ne peuvent pas reprendre cette gestion publique à un moment donné si on le décide comme ça dans la ville, dans le territoire. On ne peut pas mettre ces idées en France, vous les avez défendues d'ailleurs, ce que j'appelais los canos confessionales, c'est-à-dire cet argent que la compagnie met dans la main du maire en disant, vous l'avez défendu sur la législation anti-corruption, ce qui est très bien. Vous avez mis une condition qui améliore
ce genre de questions. Donc, tout un tas de possibilités pour se mettre en ligne avec les priorités de garantir les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui est, alors on parle du droit à l'eau, mais on parle dans le langage onusien du droit à l'assainissement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'avoir deux droits, le droit à l'accès à l'eau et le droit à l'assainissement? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vertu à avoir cette différenciation? Non, oui, c'est vrai. On a eu ce débat avant que j'entre comme rapporteur. Et finalement, on a pris cette décision de différencier. Ce sont des droits qui sont très liés vraiment dans ce qui serait le processus lié d'eau et d'assainissement dans les villes, dans les, oui, voilà, dans les capitales, dans les villes, dans l'usage de l'eau et de l'assainissement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on comprend très bien et c'est même politiquement très profitable, même, point de vue électoral, de parler de l'eau propre, de l'eau, voilà. Mais s'il faut parler de ce qui est pas tellement joli, tu vois, des résidus, de ce qu'on rejette, on oublie ça. Mais non, mais ça, c'est la clé pour avoir après de l'eau potable. Si on n'est pas capable d'épurer ce qu'on contamine, on va avoir des écosystèmes contaminés qui vont polluer aussi l'eau potable. Alors, et puis en plus, c'est un droit que souvent on oublie. Nous, on a dans la salle là, vous avez et moi-même des nécessités d'aller aux toilettes. On n'y pense pas. On a toujours une toilette tout près. Mais pour 4 milliards de personnes dans le monde, ils n'ont pas une toilette, même chez eux. Alors ça, pour les femmes surtout, qui doivent se cacher plus loin du village, tu vois, dans les buissons ou quelque part, sous des risques de violation, etc. C'est terrible. Et ça, on n'en pense pas quand on parle de l'eau potable. Il faut y penser. C'est le droit à l'assainissement, c'est le droit à des toilettes dignes, privées, enfin, des conditions dignes et sûres. Donc, je pense que c'est bon d'établir même s'ils sont reliés, le droit humain à l'eau et le droit à l'assainissement, qui inclut le droit à l'hygiène et à l'hygiène menstruelle, qui est souvent oublié. Les nécessités de 50% de la population, vous êtes des femmes. Et cependant, quand on parle de l'assainissement, il faut inclure les droits à l'hygiène menstruelle, qui souvent est rejeté dans des pays comme quelque chose dont on doit parler, on ne doit pas parler. C'est honteux. Voilà, c'est honteux de parler de ça. Et c'est toute une bagarre à l'intérieur des Nations Unies sur ce sujet. Je vous remercie. Il y a un micro, donc s'il y avait des questions que vous vouliez poser, et, bref, vous avez la possibilité de le faire. Moi, pendant que vous levez la main, je vais poser une autre question. Vous avez beaucoup mis l'accent sur la transparence. Ce que je voudrais, c'est comprendre ce que vous voulez dire par transparence par rapport à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Bon, la transparence est la question clé pour parler de participation citoyenne effective. On ne parle pas d'un business, à mon avis, on parle d'un service qui est de l'intérêt général de tout le monde. Tout le monde a au moins un robinet, une toilette. Donc tout le monde est intéressé à avoir un service, comme j'ai dit, euh, euh, chez eux, chez chacun. Et donc c'est une question d'intérêt général qui doit être pas simplement comme d'autres, parmi d'autres questions très importantes. Et on parle souvent, bon, ça doit être démocratiquement géré. Et on a des élections chaque 4 années. Et de plus en plus, on dit, souvent sur les questions clés, ce n'est pas suffisant de voter chaque 4 ans. Il faut avoir une gestion de ces questions transparente à la web, où vous pouvez regarder et comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire dans, je sais pas, Haut-de-Paris, de façon à savoir pourquoi vous payez ce que vous payez exactement, hein, et de pouvoir comparer comment on fait à Paris, comment on fait à Marseille, comment on fait à Madrid ou à Lyon, et dire, bon, pourquoi je suis en train de payer le double
qu'est-ce qui se passe et pouvoir donc intervenir. C'est impossible d'avoir une participation citoyenne si les citoyens et les citoyennes n'ont pas accès à l'information transparente de comment on est en train de faire la gestion de ces services d'eau et d'assainissement qui leur appartient comme citoyens. Merci beaucoup, Pedro. Je vous remercie énormément d'avoir consacré ce moment avec nous. Nous avons beaucoup appris de vous et nous allons continuer notre échange avec vous. Merci beaucoup. Au revoir.